Nous sommes en direct. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette conférence intitulée Le transport routier de voyageurs, un secteur engagé et des métiers au service des territoires. Donc, nous sommes également très heureux d'accueillir notre partenaire, la Fédération nationale des transports de voyageurs, à ce rendez-vous Information sur les métiers organisé par la région Sud. Anne-Yvonne, je te laisse la parole. Oui, et juste pour préciser que d'autres rendez-vous information métiers en partenariat avec Sudirama seront proposés dans les semaines à venir. D'ores et déjà, vous pouvez consulter la programmation de ces webinaires sur le site Orientation Région Sud. Maintenant, je laisse la parole à Marine et Isabelle de la FNTV pour nous Bonjour, présenter les métiers. je suis Isabelle Carle, chargée d'emploi à la Fédération nationale des transports de voyageurs. Et nous allons vous présenter avec ma collègue Marine, d'une part dans un premier temps le secteur, et puis après Marine vous parlera de l'engagement du secteur en matière de mobilité durable. Alors le secteur du transport routier de voyageurs, ça représente 120 entreprises adhérentes, donc 120 entreprises adhérentes de la FNTV, la Fédération nationale des transports de voyageurs, donc qui est la principale organisation professionnelle du secteur. Le rôle de la fédération, c'est de représenter les entreprises adhérentes, de promouvoir et de communiquer sur les activités des entreprises. Et enfin, la troisième mission de la fédération, c'est d'informer et d'apporter une expertise aux entreprises sur tout ce qui est actualité juridique, sociale, fiscale et technique. Il y a différentes typologies d'entreprises dans notre fédération. Il y a d'une part les régies, donc les établissements publics, industriels et commerciaux, type RDT 13. Nous avons également des gros groupes que sont Keolis et Transdev, qui comptent généralement plus de 250 salariés. Et enfin, nous avons des profils de petites moyennes entreprises et de très petites entreprises qui sont généralement des entreprises familiales. Les activités... j'arrive pas à tourner, vas-y. Les activités de nos entreprises, en fait, il y a deux types de services proposés par ces entreprises. Il y a d'une part les services conventionnés, ce sont des services donc, qui sont du transport public, services qui sont donc, le fruit de l'obtention de marchés publics. Donc, dans ces services conventionnés, on a ce qu'on appelle les lignes régulières, type Aix-Marseille par exemple. Et on a aussi tous les services scolaires, tous les transports scolaires qui sont répartis dans tout le territoire et qui ont pour vocation d'amener les enfants le matin au lycée et au collège et de les ramener le soir. Par ailleurs, nous avons aussi une deuxième activité, ce sont les services donc, non conventionnés. Les services non conventionnés, c'est les activités de tourisme. Les services librement organisés, ce sont les services créés par la loi Macron, type Flixbus. Et enfin, on a le transport privé. Alors, dans nos entreprises, il y a différents métiers. Et le métier principal, qui occupe 80% des ressources humaines, c'est le métier de conducteur. Alors, pour être conducteur de car, il faut avoir au moins le permis B et 18 ans. Voilà, ce sont les seuls prérequis. Donc, c'est quand même assez large. Et donc, ça représente la quasi-majorité des gens. C'est pour cela que nos employeurs ont du mal à recruter, dans le sens où ils vont exiger des prérequis et des savoir-être. Et c'est ça qui est le plus difficile à obtenir. Alors, dans les qualités qu'on va chercher, on va attendre que les personnes, évidemment, soient ponctuelles. La ponctualité, c'est la qualité première. Ensuite, on va attendre qu'elles aient un bon relationnel, parce qu'ils vont avoir une relation clientèle évidente. Ensuite, on va leur demander qu'ils soient patients et qu'ils aient du sang-froid. Alors ça, c'est primordial, parce que c'est un métier extrêmement stressant. Et on a besoin de gens qui peuvent se contenir lorsqu'il y a du stress. On attend aussi que les gens aient une bonne présentation, à ce qu'ils soient rassurants quand les personnes montent à bord. On attend qu'ils aient une bonne hygiène de vie, ça c'est très important, qu'il n'y ait pas de problème d'alcool ou de drogue, c'est impossible
dans ce métier-là. Et enfin, on attend d'eux qu'ils aient le sens des responsabilités et aussi le goût des responsabilités. Parce que quand on s'éloigne comme ça avec un énorme véhicule et qu'on a des vies humaines à bord, c'est vrai qu'il faut avoir le goût de la chose. Voilà. Dans les missions du conducteur, bon, c'est assez basique, hein. Il faut qu'ils accueillent les voyageurs, qu'ils les conduisent en toute sécurité à leur destination. Ils ont aussi une mission de renseigner les passagers. Ils doivent aussi contrôler les titres de transport et aussi surveiller d'une manière générale que le véhicule fonctionne bien. Et si jamais il y a un dysfonctionnement, signaler à l'entreprise quel peut être le problème avant qu'un mécanicien intervienne. Et à préciser que dans le cadre du transport de tourisme, il y a des missions supplémentaires qui sont celles de prendre en charge un groupe de personnes et de préparer son itinéraire et de prendre en charge l'intendance des bagages et des passagers d'une manière générale. Donc vraiment le métier de conducteur de tourisme, c'est quelque chose que l'on fait une fois qu'on est un petit peu expérimenté et qui nécessite donc une bonne connaissance du métier, beaucoup d'autonomie. Donc c'est un petit peu l'aboutissement de la carrière du conducteur. Donc tous ces conducteurs, en fait, on les répartit en différentes. Si on les répartit sur les différents types de transports, on a une majorité de conducteurs sur les lignes régulières. C'est quasiment la moitié des conducteurs sont des conducteurs de lignes régulières. Ensuite, on a les lignes scolaires qui représentent 30% des effectifs. Et enfin, le tourisme, 20%. Pour ce qui est la répartition entre les salariés à temps complet et à temps partiel, on a une majorité de conducteurs à temps complet, avec 73% de personnes qui sont en CDI souvent à temps complet, et on a 27% de temps partiel. Sur la répartition entre les hommes et les femmes, on a quand même un métier qui tend à se féminiser, avec 24% des effectifs qui sont des femmes sur des postes de conducteurs. Et c'est vrai que c'est assez peu, mais c'est en progression et on espère que cette tendance va se poursuivre parce que les femmes sont très appréciées dans le métier pour leur qualité de conductrice et puis aussi pour leurs qualités humaines quand il y a des conflits à gérer. Bien souvent, elles arrivent plutôt bien à gérer les choses. Ensuite, alors pour accéder à ce métier, il y a différentes formations. Il y a 3 voies pour y arriver. Alors la première, qui est un petit peu la voie la plus utilisée à l'heure actuelle, c'est de passer un titre professionnel conducteur de transport en commun sur route. C'est une formation qu'on peut passer dès qu'on a 18 ans. Alors ça, c'est une nouveauté. Pendant très longtemps, cette formation, on pouvait la passer à partir de 21 ans uniquement. Mais là, depuis peu, on peut le faire à partir de 18 ans, mais il y a quand même des restrictions parce que c'est un peu jeune, 18 ans. Et donc, les personnes qui peuvent avoir qui ont cette formation à 18 ans sont accompagnées, enfin, ont déjà une limitation kilométrique quand elles quittent leur lieu de prise de service. Et quand elles conduisent des scolaires, doivent être accompagnées d'un binôme. Alors ça, donc, c'est la première formation, le titre professionnel. La deuxième formation, c'est une formation assez brève, ce qu'on appelle le permis sec. Et ce permis sec, en fait, on va passer d'abord un permis D en 15 jours, 1 mois. Et puis une fois qu'on aura passé ce permis D, validé ce permis D, on passe une FIMO, ce qui veut dire formation initiale minimum obligatoire de 140 heures. Et à ce moment-là, on aboutit au même résultat. On peut devenir conducteur de bus ou de car. Et enfin, il y a une troisième formation qui correspond à des parcours assez particuliers, plutôt réservés aux jeunes. C'est le CAP, agent d'accueil et de conduite routière de transport de voyageurs. Ça, c'est un CAP, c'est une alternance, il faut signer un contrat d'alternance et ça dure au minimum 1 année. Voilà pour les formations. Maintenant, je vais vous dire 2 mots des financements de ces formations. Alors, à l'heure actuelle, on a énormément de possibilités de financement. Ce qui manque, c'est plutôt les candidats. C'est ça qui est la difficulté. Mais en tout cas, au niveau des financements, on a aussi le gros des financements, c'est l'AFC de Pôle emploi. Ça veut dire Action de formation conventionnée. Et c'est Pôle emploi qui finance 100% de l'action.
On a aussi la POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collectif, qui est un financement de l'opcomobilité, à laquelle la FNTV est associée. Dans ces opérations-là, la FNTV est associée au stade du recensement des besoins des entreprises qu'elle transmet, et ensuite elle obtient des financements. Puis Pôle emploi fait du sourcing, et voilà. Et ce partenariat aboutit à la formation de personnes au titre professionnel transport en commun. Ensuite, on a des possibilités de financement en alternance, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, pour le CAP, mais aussi pour le titre pro. Donc, on peut passer un titre pro ou un CAP en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Alors, il faut souligner que l'aide exceptionnelle de 8 000 € accordée par l'État pour ces contrats a été prolongée jusqu'au 31 décembre de cette année, et que cette aide a été réduite à 6 000 €. Et on espère qu'elle va être prolongée encore en 2023. Et enfin, il existe aussi les financements que sont le CPF pour les salariés, et aussi il y a des financements dans les Bouches-du-Rhône par le conseil départemental pour les personnes bénéficiaires du RSA. Et sinon, il existe aussi des financements exceptionnels de la région ou des services de l'État. Alors, voilà pour le métier de conducteur. Là, je vais passer assez brièvement sur les autres métiers, juste pour les citer et voir ce qu'il en est. Donc, on a des mécaniciens de véhicules lourds. On a aussi des chefs d'atelier. Attends, je te coupe 2 secondes, Isabelle. Donc, on a juste des petites questions Ah, par rapport pardon. au métier de conducteur. Donc, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau en mécanique, on nous demande, pour le métier de conducteur? Alors, moi, je dis qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un bon niveau en mécanique, d'autant qu'aujourd'hui, on ne demande jamais à un conducteur de mettre les mains dans le moteur. S'il a une panne sur le bord de la route, il appelle son exploitation, et c'est l'exploitation qui va lui envoyer quelqu'un pour venir l'aider. Alors, c'est vrai qu'après, s'il a des notions de mécanique, c'est toujours mieux, parce qu'il va pouvoir expliquer à son responsable que voilà, il y a telle manifestation, donc il peut commencer à faire une sorte de pré-diagnostic qui aidera à garantir une réparation efficace. Et toujours sur le métier de conducteur, combien gagne un chauffeur? Alors c'est très délicat pour nous de vous le dire, parce que nous on est une fédération et que c'est pas nous qui rémunérons les conducteurs. On sait qu'il y a une convention collective avec un taux horaire qui est au-dessus du SMIC. Il y a eu une augmentation qui a été votée récemment de 5% par les partenaires sociaux. Et après, chaque entreprise va proposer des primes diverses et variées, et il nous est très difficile de vous donner un salaire. Donc, on va poursuivre sur les autres métiers du transport routier de voyageurs. Donc, on avait commencé avec les métiers de la maintenance. Donc, je te laisse finir, Isabelle. Alors maintenant, c'est bon, si on peut passer. Ouais. Donc maintenance, après on a aussi tout ce qui est le service de l'exploitation. Alors le service de l'exploitation, c'est un peu la tour de contrôle de l'entreprise. Et là, dans le service de l'exploitation, on a des techniciens, on a aussi des agents de planning qui vont organiser l'emploi du temps de tout le monde. Et enfin, on peut aussi avoir, surtout dans les entreprises de tourisme, des commerciaux qui vont vendre des voyages. Voilà, maintenant j'aimerais juste vous dire quelques mots sur les besoins en recrutement du secteur, parce que nous recensons les besoins très régulièrement. Et là, au dernier recensement, pour la région PACA, nous avons besoin de 405 conducteurs pour 2023, 405 conducteurs et 30 agents de maîtrise. Voilà, donc ces besoins se répartissent sur tous les départements de la région, étant précisé que les plus gros besoins, c'est le Var avec 155 postes de conducteurs et le Vaucluse avec 66 besoins de conducteurs. Après, pour les 4 autres départements, on se situe entre 40 et 50 besoins pour les 4 autres départements. Et les agents de maintenance, il y en avait besoin aussi dans tous les départements. Voilà pour les besoins en recrutement de la profession. Donc,
Oui, pour finir sur les questions par rapport au métier, on avait une dernière question. Faut-il avoir... Non, est-ce qu'il y a d'abord des horaires fixes dans ce secteur? Alors, il y a des horaires fixes, surtout quand il s'agit de marché public. Quand il s'agit de marché public, en fait, il y a un cahier des charges avec des horaires que l'autorité organisatrice de transport impose à l'entreprise. Et donc, effectivement, c'est extrêmement rigide. Le planning est rigide. On ne peut pas aller voir l'employeur en lui disant est-ce que je peux voilà, pas venir ce jour-là parce que j'ai tel... Non, il n'y a pas de possibilité. Il faut être là. Et puis, alors après, justement, sur les horaires, il faut préciser que c'est un métier qui va avoir un impact sur la vie privée, puisque ce sont des horaires décalés. On n'a pas des horaires de bureau, on est du transport public la plupart du temps, donc c'est nous qui amenons les gens au travail. Alors, on a des démarrages tôt le matin, on peut terminer aussi tard le soir, il peut arriver qu'on travaille aussi le week-end et les jours fériés. Alors ça, c'est pour tout ce qui est ligne régulière, donc la majorité des conducteurs. Après, il est évident qu'un conducteur de transport scolaire il va travailler pendant les périodes scolaires, le matin et le soir. Et c'est tout, il travaillera a priori pas le week-end ni les jours fériés sur ses missions scolaires. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, je pense. Et dernière question, est-ce qu'il faut avoir une bonne vue? Est-ce qu'il y a des tests? Oui, alors avant d'entrer en formation, il y a une visite médicale obligatoire, ce qui fait que, effectivement, si on a une mauvaise vue, c'est pas un métier pour les gens qui voient pas bien. Ça, c'est évident. Après, voilà, donc c'est le médecin qui va rendre un rapport à l'issue de la visite médicale avant d'entrer en formation et qui pourra dire si cette personne est apte à conduire ou pas. Et puis après, tous les 5 ans, il y a ce qu'on appelle la FCO, c'est-à-dire que tous les 5 ans, on va vérifier que la personne est toujours apte à conduire. Et puis après un certain âge, je pense que c'est tous les 1 ou 2 ans, mais c'est quand on est assez âgé. Donc là, on a d'autres questions qui arrivent. Est-ce que le titre pro... le titre pro est de quel niveau? Alors, je ne sais pas si la question porte sur le niveau avant l'entrée en formation ou... Alors, avant l'entrée en formation, il n'y a pas de niveau requis, mais après... je sais que... Alors, je ne sais pas répondre à cette question en réalité parce qu'ils ont inversé les... C'était allé de 1 à 5. En fait, c'est le niveau le plus bas de diplôme qui existe. Voilà, mais je ne sais plus si c'est le 1 ou si c'est le 5 ou 6 en fait. Et ensuite, quelles sont les perspectives d'évolution professionnelle pour un chauffeur? Alors, le déroulement de carrière d'un conducteur, en général, ça va être de commencer dans nos entreprises qui font du transport interurbain. Ça va être de commencer en transport scolaire, en CDI à temps partiel, puis après d'évoluer sur de la ligne régulière, et puis après, petit à petit, on peut évoluer vers de la ligne plus longue, aller vers du tourisme, et ensuite, on peut basculer sur des postes de responsable d'exploitation, et pourquoi pas après sur des postes de responsable carrément de centre, de dépôt, et devenir le chef des conducteurs en fait. Une question sur l'alternance. À quel rythme est-ce qu'elle se fait? Alors nous on a construit donc avec le CAP d'agent d'accueil et de conduite, on a fait un CAP en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation qui se déroule sur 12 mois. Et comme les personnes sont donc formées au CAP, et quand elles ne sont pas en centre de formation, elles sont sur le terrain. Et en fait, le rythme, c'est que quand on est en période scolaire, elles sont sur le terrain dans les cars et elles ont un poste d'accompagnateur scolaire. Donc elles secondent les conducteurs à bord des cars. Et lorsqu'on est en période de vacances scolaires, elles sont en centre de formation pour être formées à leur CAP agent d'accueil et de conduite. Et c'est un contrat donc, qui dure 1 année. Alors, on parlait tout à l'heure de savoir-être. Comment est-ce qu'on vérifie lors d'un entretien ce savoir-être, justement? Alors ça, c'est toute la difficulté. Je dirais qu'on essaie de vérifier tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, de voir que la personne est plutôt un bon relationnel, qu'elle a l'air plutôt détendue. Alors après, la ponctualité, ça, si elle est arrivée à l'heure, on ne peut que présumer qu'elle est ponctuelle. La présentation, on peut le voir aussi. Le sens des responsabilités, ça c'est moins évident. Mais en tout cas, quand nous, on fait passer des entretiens, la question ultime, c'est de se demander, alors c'est très subjectif, je reconnais, mais ça c'est le problème des entretiens, c'est se demander si on mettrait son propre enfant à bord d'un véhicule avec 7 personnes.
Et c'est vrai que quand on vient à se poser cette question-là, c'est que souvent il y a un doute, et voilà. Mais c'est pas une science exacte, et c'est ça qui est délicat. Alors après, ce qu'on fait souvent, c'est que quand on a un doute aussi sur une personne, on les envoie faire une immersion en entreprise, on les fait revenir pour aussi tester leur motivation. Alors, je pense qu'on va passer maintenant à la deuxième partie. J'ai pas d'autres questions pour l'instant, mais s'il y en a d'autres, on reviendra dessus sur cette partie-là ensuite. Donc, ma collègue vous a présenté les différents métiers du secteur du transport routier de voyageurs. Et moi, je vais maintenant vous montrer donc, que ces métiers aussi, quand vous êtes engagé dedans, peuvent jouer un rôle dans la mobilité durable. Donc, je vais vous parler de comment le secteur est engagé dans la révolution énergétique et écologique. Donc, petite introduction, il faut savoir que les déplacements terrestres font partie des activités qui ont un impact important sur la pollution de l'air que l'on respire et sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc les émissions de gaz à effet de serre contribuent au réchauffement climatique. Donc pour le secteur du transport, ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Et la pollution de l'air, donc, elle a un impact direct sur la santé des personnes. Donc au niveau de l'Europe, c'est d'ailleurs l'une des menaces environnementales les plus importantes. Et en France, c'est à peu près 40 000 personnes qui meurent chaque année prématurément du fait de la forte concentration des particules fines dans l'air. Donc, d'où la question de la décarbonation des transports. Donc, c'est un enjeu vital pour nos territoires. Donc, comment répondre à cette question? Donc, comment décarboner les transports? Tout d'abord, un premier levier, c'est d'agir sur la demande de déplacement. Donc, la première question à se poser, c'est tout simplement dire est-ce que la meilleure méthode pour réduire les émissions, c'est de ne pas se déplacer? Donc, on réfléchit d'abord avant de se déplacer, est-ce que mon déplacement est nécessaire et utile? Et ensuite, si on peut, dans la mesure du possible, faire du télétravail pour ce qui concerne les déplacements liés au travail, ou après essayer de se déplacer sur des courtes distances. Donc ça, c'est le premier levier, on va dire, qui paraît assez logique, mais auquel on ne pense pas forcément. Ensuite, agir sur nos pratiques de déplacement. Donc pour tout déplacement qu'on peut faire, utiliser le moyen de transport le moins polluant en fonction de la distance à parcourir. Donc là, en ce qui nous concerne, donc dans le transport public, il faut souligner que le recours au transport en commun, c'est considéré comme une solution de mobilité durable. À savoir qu'un autocar équivaut à l'utilisation de 30 voitures. C'est donc primordial, dans un premier temps, de favoriser le report modal et l'offre de transport public au niveau des territoires urbanisés. Et enfin, dernier levier, agir sur les véhicules. Donc, pour ça, on a deux solutions. Donc d'abord les démarches volontaires. Donc on a beaucoup d'entreprises qui s'engagent à réduire leurs émissions polluantes en participant à des engagements environnementaux. Donc par exemple, on a la charte Objectif CO2 ou le label CO2, c'est des engagements en fait qui sont pris par les entreprises et qui s'engagent à réaliser un certain nombre d'actions pour réduire leurs émissions. Par exemple, former leurs conducteurs à l'éco-conduite ou former leur personnel de maintenance à des maintenances plus régulières et plus spécifiques sur certaines parties comme les pneumatiques par exemple. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça dans la maintenance qui permettent de réduire les émissions sur la route quand le véhicule va rouler. Donc voilà pour les démarches volontaires, entre guillemets. Bon, il y en a plein d'autres, je ne peux pas toutes les citer. Et ensuite, on a le renouvellement du parc, bien entendu. C'est ce qui va jouer le plus gros rôle dans la réduction des émissions polluantes et de gaz à effet de serre. Donc, une chose que je n'ai pas précisée tout à l'heure, c'est que 30% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par les transports, mais tout ce qui concerne le transport public, c'est vraiment moindre par rapport au transport en général, puisque dans le transport, on a les voitures, les camions, il y a plein d'autres types de transports. Le transport public, c'est quand même pas le mode de déplacement qui
qui émet le plus, on va dire. Donc pour ce qui concerne le renouvellement du parc des véhicules, tout d'abord il faut savoir qu'au niveau réglementaire, donc il y a eu beaucoup de restrictions et de normes. Donc ça a commencé avec la loi de transition énergétique en août 2015 qui s'est déclinée par un décret sur les véhicules à faible émission. Donc là, le dernier décret date de novembre 2021 et donc il définit une liste de véhicules à faible émission pour le transport en commun de personnes, donc tout ce qui est autobus, autocar, et qui oblige les entreprises à renouveler leur parc avec des véhicules à faible émission. Donc je vous expliquerai après quels sont les véhicules à faible émission. Ensuite, pour rester dans le contexte réglementaire, on a d'autres lois qui impactent donc, le renouvellement des parcs. On a la loi LOM, donc, qui date de décembre 2019, et la loi Climat et Résilience, qui oblige les agglomérations de plus de 150 000 habitants à mettre en place des zones à faible émission dans les villes. Donc c'est le cas d'ailleurs sur Marseille. Et donc dans ces zones à faible émission, on ne pourra pas rouler avec des véhicules polluants. Voilà. En fait, ce sera en fonction de la vignette critère qui sera apposée sur le véhicule. Donc tous les véhicules sont concernés. Je ne rentre pas non plus dans les détails, mais bon, vous trouvez toutes les informations sur Internet. Mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Et enfin, toujours la loi Climat et Résilience qui interdit la vente des véhicules neufs, donc véhicules légers et véhicules utilitaires légers, la vente donc, de véhicules neufs à énergie fossile qui émettent plus de 93 grammes de CO2 par kilomètre en 2030. Et pour ce qui concerne la vente de véhicules neufs poids lourds, donc autocars, camions, qui utilisent majoritairement une énergie fossile, donc l'interdiction en 2040. Voilà pour le contexte réglementaire. Il y a des questions. Alors, donc... Y a-t-il beaucoup de personnes qui sont... Bon, ça c'est plutôt pour moi, on verra après. Oui, on répondra aux questions après. Ouais. Donc pour finir sur le renouvellement du parc, donc les entreprises s'orientent sur des véhicules qui ont d'autres motorisations que ce qu'on connaît le plus, qui est le gazole. Donc parmi ces différents types de carburants alternatifs et qui font partie des véhicules à faible émission, on a les biocarburants. Donc les biocarburants, ça va être par exemple du HVO ou du B100, donc peut-être ça ne vous parle pas. En fait, c'est des carburants qui utilisent comme énergie de base des produits alors pas de consommation, parce que justement le but c'est pas non plus d'impacter sur la consommation des ménages, mais par exemple le B100 c'est des résidus de colza, voilà, donc des résidus de culture de colza, et le HVO c'est des huiles, en fait c'est des résidus d'huile, et avec ça on va faire du biocarburant. Ensuite on a le GNV qui est le gaz naturel pour véhicule, et le bio-GNV, l'électricité et l'hydrogène, voilà pour l'ensemble des différents types de carburants, à savoir qu'aujourd'hui l'offre d'autocars et d'autobus, elle n'est pas non plus très importante sur ces différents carburants. Pour ce qui concerne les autocars, aujourd'hui, là, en 2022, on n'a que 20% du parc qui est GNV, bio-GNV. Tout le reste, 80%, c'est encore du diesel. On a quelques cars électriques, mais c'est vraiment pas grand-chose. Après, en autobus, on en a beaucoup plus parce qu'il y a plus d'offres de véhicules, mais pas en autocar. Ok Marine, merci. On va répondre à juste une seule question parce qu'on va pas tarder à être coupé. Donc, est-ce qu'on peut répondre à... Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent dans ce métier ? Celle d'après, je pense. Alors déjà dans les formations, est-ce qu'on aborde l'écologie? Après Alors oui, dans les formations, on aborde l'éco-conduite, surtout. Voilà, l'éco-conduite, et puis aussi peut-être que vous avez quelques notions sur les différents types de véhicules, mais c'est tout. Est-ce que les véhicules sont écologiques pour la plupart? Donc déjà, il faut savoir que même un autocar diesel de norme Euro 6, il émet vraiment très peu d'émissions
de CO2 et de particules fines surtout, par rapport aux vieux autocars qui datent, qui sont classés normes Euro 4 ou 5, quoi. Enfin, là, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est pas... Enfin, les émissions polluantes, elles sont pas conséquentes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Merci en tout cas, Marine et Isabelle. Il y avait juste, y a-t-il beaucoup de personnes qui se reconvertissent dans ce métier? On n'avait pas répondu à ça, non? Ouais, par définition, c'est un métier de reconversion. On a énormément de monde. Il n'y a personne qui, en sortant de l'école, devient conducteur de car parce que pendant longtemps, c'était réservé à 21 ans. Et maintenant que les gens de 18 ans peuvent conduire, on va peut-être avoir des personnes qui, dès la sortie de l'école, vont se orienter vers ce métier. C'est à voir dans les années à venir. Bon, voilà, merci. Super, Voilà, donc ce webinaire qui touche à sa fin. Donc une conclusion très rapide pour tout simplement remercier nos intervenantes, Isabelle et Marine, pour la qualité et la richesse de leur présentation et des informations très éclairantes qui ont été apportées sur les métiers du transport de voyageurs. Rappeler également que ce document, cette présentation, vous pouvez la retrouver sur le stand de la région, sur ce salon virtuel qui se tient actuellement. Et vous trouverez également tout un tas d'autres informations également. Pour conclure, Anne-Yvonne, vous remercier. Oui, et puis vous pouvez retrouver en replay cette émission sur la chaîne YouTube Information, Orientation, Formation Métier en Région Sud. Merci beaucoup. Merci aux intervenantes, merci Cyril, et en espérant que la majeure partie des questions ait trouvé une réponse, mais je n'en doute pas. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir.